Bonjour, Sarah et Astrid. Salut Inga, bonjour Inga. Alors, Sarah, la fondatrice de la marque Sarah de Saint-Hubert. C'est une marque belge, Oui. marque très créateur, haut de gamme. Mhm. Mhm. Et je voulais vous présenter justement au public pour parler de votre marque et parler justement de votre parcours, toutes les deux, parce que vous travaillez toutes les deux, Ouais, la marque Sarah de Saint-Hubert. Et vous faites partie du programme AM Fashion depuis, si je ne me trompe pas, juillet 2020. Donc, ça fait presque exact. un an. Ouais. Et je pense que vous faites déjà un très beau parcours sur le digital. Et vous Mhm. avez fait une très belle transformation d'une marque qui vendait surtout en B2B. Et aujourd'hui, vous vendez surtout, ou on verra si c'est surtout, mais beaucoup sur Internet. Ouais. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est comprendre un petit peu votre parcours avant, comment la marque s'est développée avant, comment elle a été créée par Sarah, comment l'idée elle est venue. Et Mhm. puis, comment la marque a su justement prendre le virage du digital et qu'est-ce que vous avez mis en place pour réussir cette transformation. Ouais. Et donc, je voulais déjà que Sarah, tu te présentes et tu parles un petit peu de ton parcours et de ta marque. Moi en fait j'ai étudié le stylisme à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers. J'ai été diplômée en 2002. Donc ça va faire 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est pas grave. Très Et belle. On ne dirait c'est pas gentil. ton âge, on ne dirait pas. Écoute, donc diplômée en 2002, pour la faire court, mais juste donner un petit peu une idée de mon parcours, je suis partie à Paris après mes études pour faire un stage chez Givenchy en haute couture. J'ai travaillé ensuite pour Alberta Ferretti en Italie quelques mois. Et puis, je suis rentrée en Belgique et là, j'ai travaillé pendant 4 ans pour une créatrice belge qui s'appelle Anne de Meulemeester, qui fait partie des grandes six d'Anvers, comme on les appelle. Et donc jusque-là, en fait, voilà, c'était plus ou moins 5 ans d'expérience qui ont été un peu une deuxième école pour moi, mais qui, en fait, m'ont aussi fait comprendre que j'avais besoin d'une pause parce que j'étais pas du tout sûre de vouloir continuer dans cette direction, parce que ce que je voyais du milieu de la mode me plaisait pas forcément. Je me sentais pas très confortable avec ça, donc j'ai fait une petite pause d'un an. Pendant cette année, j'ai rencontré mon compagnon, Raphaël, avec qui j'ai découvert le plaisir de chanter et de faire de la musique. Donc, en fait, pendant un an, j'ai tout arrêté et je me suis concentrée vraiment sur notre musique, ce qui m'a fait vraiment un bien fou. J'ai ensuite enchaîné avec un boulot freelance pour une marque qui s'appelle Kipling, qui n'a rien à voir avec la mode qui en soi me plaisait et m'animait, mais qui me permettait de combiner en fait ma passion pour la musique et un job un peu dans la mode, mais de façon plus relaxe. Euh, Parce que Kipling, c'était une boîte beaucoup plus commerciale, énorme structure. Et donc voilà, finalement, j'y suis restée 8 ans. Je pensais que j'allais pas du tout rester aussi longtemps, c'était pas passionnant, mais j'y ai finalement appris énormément de choses parce que là où j'étais avant dans des beaucoup plus petites structures, des petites maisons, là ça m'a ouvert les yeux sur, disons, une vision à 360 sur tous les départements, tout ce qu'il y a à mettre en place pour développer une marque comme celle-là. Euh, Après Kipling, je suis partie de nouveau vers les créateurs, belges encore, et j'ai travaillé 1 an et demi pour une marque qui s'appelle AF Van de Vorst, qui est moins connue pour celles et ceux qui sont moins dans la mode pointue. Et après cette année et demie d'expérience chez AF, je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais nulle part. Et donc, j'ai un petit peu creusé en moi-même et j'ai eu une grande envie de liberté, en fait, et de tenter de faire les choses à ma manière. Donc je pense que vraiment mon projet, il est né de deux choses, d'un espèce de dégoût ou d'insatisfaction de mes expériences passées, et puis aussi d'une confiance que j'ai acquis à force des expériences que j'avais accumulées. Et puis mon petit âge faisant, je me dis mais la vie est courte, si je veux faire un truc, c'est maintenant, il faut que je me jette à l'eau. Et donc voilà, en gros, la marque Sarah de Saint-Hubert a été lancée aux yeux du grand public en mars 2019. Donc, on a fêté récemment nos 2 ans. Bien sûr, comme tu peux l'imaginer, moi, j'ai travaillé en amont pendant 1 an et demi sur toute la structure de la marque, sur ce que je voulais, trouver des fabricants. Enfin, voilà, il y a eu vraiment un très, très gros boulot de préparation. Et je dois dire que là, je vais plus
parler au niveau de l'identité, de ce que je voulais faire, les choses sont venues très, très naturellement. Donc, j'ai lancé le projet après 15 ans d'expérience et je pense que tout ça avait déjà maturé dans ma petite tête et quand j'ai ouvert les portes, bah, voilà, tout était très, très évident. Donc voilà, lancé en mars 2019, donc ça fait 2 ans et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de chemin parcouru pendant ces 2 années. Alors, ta marque, elle est très belle. Il y a un Mmh, univers créatrice, on le sent très fort, et plus il y a la musique. Je ouais. crois que la musique, ça prend beaucoup de place dans ta vie et on le ressent dans ta marque. Comment justement tu arrives à marier les deux, la mode et la musique? Comment ta marque, elle arrive à transmettre ce message, l'amour que tu as pour la vie, pour la musique? Je pense que ça se fait de façon très naturelle parce que c'est vraiment une envie que j'avais quand j'ai lancé ce projet, de combiner l'univers musical à l'univers plus mode. Et pour moi, je vois pas vraiment de séparation entre les deux parce que, si tu veux, je me sens plus comme un catalyseur de choses. Et autant pour la musique que pour les vêtements, ça part vraiment d'émotions, de sensations, d'une espèce d'esthétique, d'une vision des choses. Et donc, c'est même pas, c'est pas réfléchi en fait. Je suis quelqu'un d'hyper intuitif, de très instinctif, et donc pour moi c'était assez naturel finalement de combiner les deux. Je pense simplement que je trouve de plus en plus la bonne façon de les combiner quoi. Donc au début, je faisais des espèces de petites micro-vidéos sur Instagram et on mettait des petits essais qu'on faisait. Maintenant, ce qu'on fait depuis 3 saisons, c'est qu'on compose vraiment un morceau spécifiquement pour la collection. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est fixé dans le sens où justement avec le digital, on se rend compte que une campagne pour une saison, une collection, c'est pas tellement la bonne façon d'approcher les choses. Donc possiblement maintenant, on va se remettre à produire plus de musique, plus de capsules pour avoir du matériel sonore et visuel et même en termes de produits un peu plus régulièrement. Donc tout ça est en réflexion et c'est sûr que s'il y a bien une chose que j'ai appris dans ma vie jusqu'ici, c'est que rien n'est jamais acquis et qu'il faut toujours, je pense, avoir le courage de se remettre en question, même si c'est pas le plus confortable, mais que c'est comme ça qu'on avance, quoi. Et donc oui, la musique, c'est juste un rêve de pouvoir combiner en fait les vêtements, la musique, de la photo, de la vidéo. En fait, c'est tout ce que j'aime, quoi. Donc ça part Qu'est-ce qui te d'une vient, énorme envie. qu'est-ce qui te vient comme inspiration? D'abord la musique, et puis à partir de là, tu crées des pièces, ou ça peut Non, être c'est quelque chose. l'inverse. C'est C'est l'inverse. l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Il y a d'abord les vêtements et puis ensuite il y a aussi l'air du temps. Donc c'est pas parce que je fais une collection avec des chemises, une chemise comme si, enfin je ne parle pas des vêtements dans la musique, c'est plus une vibe en fait. C'est plus oui, capturer quelque chose de l'instant et de ce que je ressens dans le moment où je compose la chanson quoi. Tu composes les chansons aussi. Je les écris. Mhm. Enfin, j'écris les textes et pour la composition, c'est donc mon copain Raph qui va plus venir avec des essais. Enfin, je vais un peu lui parler du mood. Par exemple, la dernière, j'avais envie d'un truc super doux, de quelque chose de tendre, d'un peu planant, plein d'amour. Et donc, on recherche un peu des sonorités, on voit quels instruments on va utiliser. Et puis de là, on construit à deux. Donc, il me fait écouter des trucs et puis moi, j'essaye de recadrer un petit peu. C'est super chouette. C'est vraiment un travail qu'on fait main dans la main. Parce que moi, je suis pas musicienne, lui est vraiment super bon musicien. Par contre, j'adore écrire, donc j'ai du plaisir à écrire les textes. Donc, on combine tout ça. Super. Et est-ce que tu peux présenter ton équipe, comment la marque aujourd'hui est structurée? Parce que je vois qu'Astrid est là à côté de toi. C'est quoi le rôle de chacune? Alors, donc j'ai commencé vraiment seule pendant, je pense, 1 an plus ou moins. J'ai été seule ou un petit peu moins. Astrid, en fait, on a commencé à collaborer en septembre, en janvier 2020. Mhm. En janvier 2020. Avant ça, moi, je tâtonnais un petit peu pour essayer de me faire aider justement pour le commercial, mais sans grand succès. Et pour le reste, j'étais très très seule quoi pour tout en fait.
Je le suis encore pas mal aujourd'hui, mais c'est vrai que les choses tendent vraiment à se structurer, et notamment avec Astrid, qui, au-delà de son travail d'agente commerciale, s'implique nettement plus, notamment depuis qu'on a décidé de signer pour I Am Fashion toutes les deux l'été dernier. Mm. Et donc, au niveau de la structure, c'est vrai qu'Astrid, elle a toujours son rôle, si tu veux, d'agente commerciale B2B, qu'on remet beaucoup en question, mais on en parlera peut-être plus tard. Mais surtout, ça devient la big boss du digital, du développement digital, des Facebook Ads, etc. Moi, en fait, c'est vrai que le programme, on a essayé de suivre ça vraiment en parallèle au départ. Et puis, les choses avançant, évoluant, moi, j'ai plus du tout eu le temps de suivre exactement tous les modules. Enfin, Astrid me dépassait, elle était en flèche et moi, j'étais là, attends, je suis qu'au module. Et donc, finalement, bon, ben voilà, après, c'est une question de bon sens. Pour faire avancer les choses, autant avancer. Et donc, Astrid, elle a vraiment pris en main cette partie de I Am Fashion, notamment avec les Facebook Ads. Moi, j'ai depuis la fin du mois d'août, parce que j'en pouvais plus, en fait, je me suis mise à travailler avec des stagiaires. Donc, j'ai eu une première stagiaire qui est restée 6 mois et avec laquelle on a mis pas mal de choses en place aussi à travers le programme, à savoir les newsletters, tout ce qui était automations, oui, via Omnisend. Et donc, ça, je continue à mettre en place. Maintenant, on a une nouvelle stagiaire, Maëlys, qui est super aussi et avec qui nous permet en fait d'activer des leviers que moi seule, je n'arrivais pas, j'avais pas le temps. Je savais qu'il fallait faire tout ça, mais je n'avais pas le temps de le faire. Et donc là maintenant, c'est vrai que avec Astrid, avec une stagiaire, les choses avancent enfin, quoi. Enfin, je dis enfin, ça va, ça fait que 2 ans que ça existe et les choses ont vraiment bien bougé, donc on se plaint pas. Mais donc l'entreprise tend à se structurer pas à pas parce que budget, évidemment, il faut faire attention aux dépenses enfin voilà, veiller à la pérennité de l'entreprise. Mais voilà, voilà, Astrid est quelqu'un de passionné aussi, on est consciente que c'est le début et que voilà, il faut un petit peu mordre sur sa chic, comme on dit en Belgique. Je ne sais pas si cette expression est connue en France. Ça me dit rien. Faire un peu, bon, ok, c'est comme ça pour l'instant, mais voilà, il faut y croire, quoi. S'accrocher. Alors, Sarah, quand tu as commencé ta marque, comment tu as justement entrepris cette partie commerciale? Comment tu t'es dit, il faut que je me développe pour vendre? Bien, moi, je suis un petit peu de l'ancienne école, très clairement. Donc, j'ai connu la mode vraiment dans le B2B, pas du tout dans le digital. Et donc, au tout début, j'étais vraiment partie dans cette optique-là de développer donc toutes les ventes wholesale. Donc, de trouver des boutiques d'abord en Belgique et puis d'essayer d'agrandir un petit peu le spectre. Ce qu'on a fait, enfin, ce qu'Astrid a fait pour moi et ce qui a pas mal marché, même si on s'est vite rendu compte qu'en fait, c'était une marque qui existerait surtout, qui était costaude en elle-même. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, le discours direct serait peut-être plus efficace, quoi. Donc, on a développé quelques points de vente. On en a à l'heure actuelle 4 ou 5, je pense. 3 en Belgique et 1 en France. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus tellement la priorité, mais c'est comme ça, par contre, que j'ai commencé à construire la marque. Quand Astrid t'a rejoint, c'est justement c'était une de tes motivations, c'est partir sur B2B. Tout à fait. Absolument. C'était aussi mon expertise. Après 11 ans dans une grosse agence à Anvers, je connaissais bien toutes les boutiques du Benelux et puis des agents à l'international. Donc, c'était ça ma mission première avec Sarah, qui était de travailler en tant qu'agent, en effet, avec la possibilité de présenter la collection en showroom 2 fois par an, aussi bien à Paris qu'à Anvers, et d'aller sur la route et de rencontrer des boutiques et de développer la marque dans des boutiques multimarques haut de gamme sur le marché qui était mon domaine d'expertise. Et donc, justement, c'est Astrid ouais. qui est multitâche parce qu'au final, Astrid ne fait pas que du B2B. C'est toi qui m'as contacté, je me rappelle, pour justement en savoir plus sur M Fashion quand tu as vu la publicité passer. Et qui vous a poussé justement à
évoluer, à prendre un autre chemin, à évoluer différemment. Ouais. L'air du temps. La situation a vraiment été un boost pour nous. Donc, c'est vrai que Covid, la crise, c'est vrai qu'on s'est beaucoup remis en question. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on adore faire, c'est partager un petit peu nos réflexions l'une et l'autre parce on ose, je pense, remettre les choses en question. Et c'est vrai que là, ça a été une évidence de se dire, il faut absolument qu'on optimise nos énergies, notre temps, et il faut absolument qu'on booste le digital qui était vraiment avant I Am Fashion. Disons que le site était là depuis le début, tout était bien, mais les ventes, enfin, je sais pas, si j'en faisais une par mois, j'étais contente, quoi. C'était pas mon focus et ça tournait pas du tout. J'étais bien consciente que si je voulais booster cette partie-là du business, il faudrait mettre des choses en place, quoi. Et c'est là que Inga Grinko est arrivée dans notre vie. C'était pas si facile parce que vous avez eu plein d'options. Vous m'avez présenté toutes les options qui étaient devant vous et vous avez un peu du mal à faire le choix. Donc, je voulais un peu comprendre justement ce qui vous a amené à choisir AM Fashion plutôt que aller sur d'autres voies que vous avez identifiées, comme des prestataires ou autres. L'idée pour moi, c'était donc en effet de sentir que la réalité commerciale bougeait. Je partais aussi d'une certaine frustration de la réalité des boutiques multimarques sur notre marché qui restait assez figée avec des grands noms, avec des marques qu'elles avaient depuis longtemps, et donc un certain manque de prise de risque pour aller vers un petit créateur. Enfin voilà, il y avait la réalité de la structure petite de Sarah Saint-Hubert qui était un peu un frein pour convaincre et rassurer des boutiques multimarques qui n'étaient pas forcément ouvertes et curieuses à de la nouveauté. Donc ça, c'était une première frustration. Ensuite, il y avait le confinement, cette bombe qui nous est arrivée dans notre vie en mars, et donc la possibilité d'avoir plus de temps et d'être pas mal sur les réseaux qui me permettait de voir, en effet, comme je suis passionnée, je suivais plein de marques, je voyais plein de choses qui se passaient, et je trouvais que Instagram était en train d'être un médium absolument incroyable pour parler en direct avec ses clientes. J'ai vu émerger les précommandes, qui était quelque chose qui il y a un an avant m'aurait paru pas coordonné, enfin pas cohérent. Les gens voulaient quelque chose tout de suite. Et donc voilà, donc il y avait pas mal de choses qui bougeaient. Je me rendais compte que que le digital, c'était clairement l'avenir. J'avais vu avec étonnement quand même le succès d'une plateforme comme Net-à-Porter, que je me souviens avoir rencontré il y a 15 ans de ça chez Chloé, et c'était pas c'est quelque chose auquel je croyais à l'époque. Je pensais que ce projet était fou de vouloir vendre des vêtements aussi haut de gamme qu'on ne pourrait pas essayer. Enfin voilà, tous les freins qu'on peut imaginer à cause du digital. Et puis, force étant que 15 ans plus tard, Net-à-Porter est une société ultra puissante. Donc, j'ai bien pris conscience, et Sarah aussi, que le digital était en train de prendre une place prépondérante dans la manière de consommer des gens. Et donc, du coup, qu'il fallait absolument s'ouvrir à ça. Donc, c'est là où, en effet, je t'ai découvert sur Instagram à partir d'une pub Facebook. Et donc, je t'ai rencontré, mais je me souviens qu'on était en effet sceptiques, inquiètes. On a sollicité 2 ou 3, je pense, calls avec toi pour creuser, pour comprendre, pour avoir un bon feeling, quoi. Et en effet, et après, je pense que c'est ce que Sarah a dit, j'aime bien ça, ce côté intuitif, d'essayer de sentir les gens avec lesquels on travaille. Et en fait, à partir de ces rencontres qu'on a provoquées avec toi, on a senti ton sérieux, on a senti que c'était crédible. Après, il y avait en effet se poser la question si c'était un bon investissement, une bonne dépense, puisque voilà, on est toutes les deux voilà, des petites structures, et donc c'était important de sentir qu'on n'était pas, qu'on ne jetait pas l'argent par les fenêtres. Et là-dessus, tu as été rassurante, je trouve, même si ça restait assez flou encore, de savoir quel était exactement ce programme, combien de temps ça nous prendrait, quel était le temps. Je me souviens qu'on ne se rendait pas bien compte du temps que ça allait prendre, de l'implication, de l'engagement. Nous, on s'est inscrit en juillet en pensant qu'on lancerait les ads en septembre, quoi. On les a lancés en mars.
Mais Donc, je pense, si je peux ajouter un petit quelque chose, je pense que ce qui a fait qu'on a choisi pour I Am Fashion, c'est vraiment, et c'est d'ailleurs ce qui nous maintient aujourd'hui et ce qui fait qu'on s'accroche, c'est cette idée d'autonomie. ouais. En fait, c'est dans l'ADN de la marque aussi, cette idée de liberté, d'autonomie. Pour celles et ceux qui ont des enfants, c'est un truc clé dans la vie, l'autonomie. Pas dans un... Je dis ça de façon très positive et constructive, mais de comprendre, en fait, d'avoir les connaissances. Ma maman m'a toujours dit, la connaissance, c'est la liberté. En fait, c'est ça. Savoir de quoi on parle, savoir comment ça fonctionne, c'est en fait une grande liberté. Et ça n'empêche pas de travailler avec une agence ou d'autres personnes dans 10 ans si on veut, mais au moins on sait comment ça marche. Et c'est ça pour moi aussi le grand plus de I Am Fashion, c'est en fait le côté d'être éduqué au système et à comment ça fonctionne et de le comprendre, de comprendre aussi que c'est pas quelque chose de figé, que ça bouge beaucoup tout le temps dans le digital. Mais donc c'est vrai de pouvoir nous-mêmes créer des ads, des campagnes, de pouvoir nous-mêmes les analyser plutôt que de recevoir un report chaque semaine de quelqu'un qui est situé je sais pas où en Pologne. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté, je pense de l'autonomie, de l'indépendance dans ce qu'on entreprend. Moi, pour ma part, c'était l'idée de grandir en compétences. Je trouvais ça très excitant qu'en effet, tu nous apprenais à apprendre et tu nous apprenais à avoir des nouvelles compétences. Et c'était pas, voilà, on allait grandir avec toi et donc du coup pouvoir être autonome. Mais moi, pour ma part, après 11 ans d'un salariat confortable, j'étais en demande de grandir, d'apprendre, de voir des nouvelles choses. Et je trouvais que ta formation, c'est exactement ça. C'était en effet nous permettre de se former à de nouvelles compétences qui seraient évidemment tout de suite intéressantes. Et puis le côté du suivi évidemment, parce que c'est pas juste des vidéos que tu regardes et puis il se passe plus rien. Là en fait il y a une main qui est tendue constamment. Et ça, c'est extrêmement rassurant quand on n'y connaît rien au digital, de savoir qu'en fait, il y a ce côté un petit peu maternant, quoi. Il n'y a rien à faire, on reste des enfants quelque part tous. Quand on n'est pas à l'aise avec quelque chose, c'est rassurant. C'est rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous écouter et pour nous aider. Hyper important. Ce qui est intéressant avec Astrid, c'est que je reviens à ce point, Astrid, elle était B2B à fond. Hein. Ouais. Et là, elle est à fond digital. Digital, à fond. Ouais. Je pense que, je pense que c'est important de s'ouvrir et de se remettre en question pour grandir, en fait. Ouais, mais c'est ça ce qui est intéressant, c'est ce process continu d'apprentissage où on s'arrête jamais, on évolue avec le temps. Tout à fait. Et Sarah aussi, elle est comme ça, elle évolue avec le temps, elle ne reste pas figée. Et c'est ça ce qui est intéressant dans votre collaboration à deux. Oui, tout à fait. Elle est ouverte et elle fait confiance. Oui, et vous vous êtes ouverte aussi la porte vers le futur inconnu, parce qu'au final, I Am Fashion, pour vous, c'était la première expérience digitale, si je ne me trompe pas. Il n'y avait pas d'autres avant expériences malheureuses. Donc, il fallait vraiment bien être sûr de votre choix, parce que souvent, les gens qui viennent à I Am Fashion, c'est des gens qui sont passés par l'expérience malheureuse avec les autres, ils n'ont pas réussi, et là, ils ont dit, OK, je vais apprendre. Et là, vous êtes commencé avec la feuille blanche et vous vous êtes dit, OK, je vais écrire cette histoire moi-même d'abord, et puis par la suite, je peux déléguer, au moins je sais de quoi je parle. Voilà, c'est ça, complètement. OK. Après, la prise en main chez I Am Fashion, elle n'était pas immédiate chez vous. Non. Que vous êtes parti un petit peu dans votre voie habituelle, quoi. Vous n'êtes pas encore tout de suite transformé par rapport à tout ce que je dis et j'enseigne. Vous donnez plus de temps à rentrer dans les sujets du digital. Comment s'est passée justement la prise en main du programme en fait, ce qui a été compliqué au début, c'est qu'on manquait cruellement de temps. On n'arrivait pas à bouger des choses dans notre structure, dans nos plannings à toutes les deux, pour vraiment se concentrer là-dessus. Donc, c'était by bits and pieces, comme on dit en anglais, vraiment tout petit à petit. Et on avait du mal à se focaliser sur le programme parce que, mine de rien, ça demande du temps, de la concentration. C'est vrai que toi, dans les vidéos, Inga, tu demandes souvent, et à
tu as tout à fait raison de le faire. Faites-le tout de suite. Donc, on écoute la vidéo et on essaye de mettre en place. Ben, ça, c'est vrai que dans nos vies et nos plannings de août, septembre, octobre, novembre, c'était impossible. Enfin, on n'y arrivait pas, quoi. Et donc, je pense que finalement, le fait que Astrid avance mieux, qu'elle ait libéré du temps pour ça, et que aussi je lui ai dit, écoute Astrid, go, vas-y, parce que moi je coince et j'ai mon day-to-day à gérer, ben, ça a permis vraiment de mettre un bon coup. Nos stagiaires fantastiques qui permettent vraiment de nous épauler dans ce travail qui prend du temps, il n'y a rien à faire. Qui ont aussi des avis intéressants. C'est aussi une plus jeune génération. Et donc, le tout fait que c'est vrai qu'à un moment donné, ben, on a pu vraiment mettre des choses en place, quoi. On a pu être rentré dans le concret. Et ce concret a donné des résultats qui encourageaient évidemment à continuer d'avancer, quoi. La difficulté, c'était de quitter la zone de confort pour aller vers l'inconnu, quoi. Et moi, de septembre à décembre, j'étais prise par l'opérationnel de ce que je savais faire. Et donc, lâcher ce que tu sais faire pour aller vers ce que tu ne sais pas faire. Donc ça, c'était vraiment ça la difficulté. L'envie était là, mais l'inconfort aussi. Et comment vous avez fait alors pour vous surpasser? Je pense qu'on a été un peu, on a toujours eu hâte d'avancer, mais je pense qu'au fil des mois, on a vraiment eu vraiment les crocs, quoi. On avait envie que ça démarre, on avait envie, ça part vraiment de bon maintenant, let's go, quoi. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. C'est aussi un feeling que tu as à un moment donné où ben, c'est ça qui fait que tu te surpasses dans la vie, quoi. C'est que quand tu arrives comme ça face à des constats qui font que, ouais, mais attends, à ce rythme-là, dans 5 ans, on n'a toujours pas commencé les ads, quoi. Donc, on a commencé à se mettre des objectifs tout en restant tendre avec nous-mêmes et sans se mettre une pression monstre, parce qu'en général, ça bloque plus que ça ne fait avancer, mais quand même en se disant, bon, là, vraiment, mars, on y va, on lance. Même si, et on sait que ce ne sera pas nickel chrome au point, on n'est forcément pas prête sur tous les points, mais il faut y aller parce que c'est en y allant qu'on va apprendre et qu'on va grandir plus vite. L'audace, hein, c'était ça, de manière intuitive, on avait envie de croire dans M-Fashion, donc on l'a fait, on s'est inscrit, et puis après on était inscrite et on ne prenait pas possession de tout ce qu'on avait, et donc il fallait y aller, quoi. Donc c'était vraiment cette idée d'audace, de courage, de se dire, bon, maintenant on a ce programme, on a cette formation, on a cette plateforme, il faut y aller, quoi. Donc avec la conviction certaine que c'était bien, on était contente de notre choix, on l'a jamais remis en question, mais il fallait y aller, quoi. Donc, et faire du temps pour ça. Bah oui, tu as bossé beaucoup le soir. Ouais, clairement, le soir. On a écouté le soir. C'est stretcher un peu les journées pour rendre ça possible, quoi. Ouais. Et de se dire, bon, bah, la journée, je fais de l'opérationnel parce que c'est quand même ce que je dois faire et c'est ce qui met du beurre dans les épinards. Et puis, bah, le soir, OK, je me forme. Et vous avez connu 2 phases de développement. Il y avait une phase un peu légère où vous avez vu le résultat sur le digital quand même, qui vous a apporté beaucoup plus de chiffres qu'avant. Et il y avait cette phase d'accélération que vous avez activée avec les Facebook Ads un petit peu plus tard. Oui. Et qu'est-ce que vous a marqué le plus dans le programme M-Fashion? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, en ce qui me concerne, vu que moi, ma formation, c'est quand même d'être styliste, j'ai aucune formation en communication ni en marketing. Moi, j'ai découvert le pouvoir du marketing. Donc, en fait, avec la marque, je pense pendant 1 an et demi, je n'ai pas touché au marketing. Donc, je ne faisais pas de solde. J'ai peut-être organisé un concours sur Insta, je pense, mais je n'ai jamais pris en compte ce côté du marketing. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que c'était essentiel. Moi, j'ai un rapport très émotionnel avec ce que je fais parce que j'y mets mes tripes, que ce soit dans ma musique, dans mes collections, dans ma façon de communiquer avec mes clientes. Je suis tout le temps voilà, dans le ventre, quoi, dans le cœur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, Sarah, si tu veux que ça décolle un petit peu, il va falloir te refocaliser un petit peu sur le produit et sur le but premier, même si c'est pas mon but premier personnellement, mais il faut que ça rapporte des sous. Il faut que l'argent il rentre. Il faut vendre, quoi. Et donc pour vendre, voilà, il y a un tas de petites choses à faire. Et c'est vrai que j'ai un peu passé ce cap de juste, j'ai envie d'une belle marque de vêtements où je mets toute ma vision, mes valeurs, mon esthétique, mon savoir-faire. Il y a aussi eu, bon, maintenant,
voilà, je suis chef d'entreprise et je vais vendre cette collection. Et donc voilà, c'est vrai que dans le programme, il y a plein d'outils que tu permets de mettre en place et que tu expliques très bien. Et puis quand on voit que ça marche, c'est tellement encourageant et stimulant que ça donne envie de continuer. Pour moi, c'était important de partir de quelque chose de joli et de le rendre désirable et vendable. Donc, je trouvais que Sarah, elle avait clairement un univers qui était beau. Elle avait clairement des très beaux produits, bien finis, bien produits, qu'on avait on avait vraiment des bases hyper solides, une très belle marque. Ça, j'en étais convaincue depuis le début et je le suis toujours, mais qu'il fallait passer par le marketing. Et c'était ça aussi qui était intéressant avec la première partie du programme qu'on a suivi avec toi, c'était de la rendre désirable et vendable. Et donc, du coup, de réfléchir à qui est notre cliente, quelle est notre mission, quels sont nos objectifs, quel est le message. Et ça, je trouve que ça a été quand même un travail hyper intéressant qui a été fait voilà, entre août et décembre, de où est-ce qu'on va pour le rendre vendable, ce produit qui est très joli. Et comment aller chercher notre cliente, en fait. Ouais. Et ne pas hésiter à aller la titiller constamment, en fait. Coucou, on existe, on est là. Ouais. Coucou, t'as mis un petit t-shirt dans ton panier, bah, pourquoi tu l'as pas acheté? C'est tellement dommage. Ouais. Voilà, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un dans la vie d'assez discret et je déteste emmerder les gens. Donc, cette idée, j'ai encore parfois du mal aujourd'hui, mais cette idée d'envoyer des mails automatiques aux personnes dès qu'elles vont sur le site, j'avais vraiment du mal. Je me dis, mais ils vont trouver que c'est trop. Ou tu vois, quand on fait 2 newsletters par semaine, je me dis, oh, mais est-ce que les gens vont pas se dire, oh, qu'est-ce que c'est pénible, ils nous envoient tout le temps des newsletters. Mais en fait, non, c'est comme ça. Et les gens que ça embête, ils peuvent juste se désinscrire et il n'y a pas de souci, quoi. Mais moi, j'ai dû passer un petit cap par rapport à ça. Mais je dis toujours, vous rendez le service en fait aux gens parce que on est dans notre quotidien, on n'a pas le temps de réfléchir. Ouais. Quand vous préparez un email bien fait avec toutes les images qui séduisent, on n'a qu'à appuyer sur le bouton pour acheter. Et Ouais. ça facilite la vie parce que la femme que tu adresses, forcément, elle est occupée. Ouais. Elle gère plein de trucs dans sa vie. Et avoir des mails comme ça, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Et beaucoup de créateurs, ils hésitent d'aller vers cette voie en se disant qu'ils dérangent les gens, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Des fausses croyances. Oui, croyances qui nous limitent. C'est vrai. Les pensées limitantes. Alors, et aujourd'hui, au final, donc, tu disais, Sarah, que si tu faisais une vente sur un mois, tu étais contente sur ton ancien site. Aujourd'hui, comment ça se passe? Parce que je sais que vous avez mis sur l'accélérateur. Donc, vous avez démarré les Facebook Ads, ça fait un mois ou plus. Oui. Comment vous avez... C'est quoi le retour d'expérience aujourd'hui, justement, après justement cette grosse comment dire, apprentissage que vous avez entrepris dans le programme? Il y a en effet eu 2 phases. Il y a eu la première phase où on a mis en place tout ce qui était newsletter et email automations, qui a déjà bien fonctionné vraiment. Il y a aussi eu cette rigueur qu'on a essayé d'avoir au niveau de la communication, donc des posts Insta, des stories, de varier le contenu aussi, de faire parfois un GIF, parfois une vidéo, enfin d'être vraiment consciente qu'il fallait apporter, fallait nourrir en fait notre cliente, notre audience. Donc ça, déjà, on a vraiment vu les ventes qui ont bien augmenté. Mais c'est vrai que là, donc, on a lancé nos premières Facebook Ads le 4 mars. Et là où le mois de mars nous semblait être un mois un petit peu compliqué parce qu'il faisait encore très froid pour lancer une collection été, on a fait un très bon chiffre. Donc là, vraiment, on a vu un boost énorme au niveau des ventes, des visites du site. Donc, on sent qu'il y a plus d'intérêt qu'avant et que les gens achètent en fait. Donc, on est ravis, mais peut-être je te laisse en parler. En fait, c'est ça. On est digital. On est passé de une commande par mois à plus d'une commande par jour, quoi. Donc c'est hyper satisfaisant. On s'est rendu compte que c'est plein de mini paramètres qui rentrent en compte. C'est le dynamisme sur Instagram, la présence avec des stories, l'amélioration du site, la facilité
enfin, la félicitation de l'achat, de l'acte d'achat sur le site, les newsletters. On a trouvé que c'est très, très. Le fait que tu nous aies aussi envoyé vers des bons outils comme Omnisend, avec lequel on est super content de travailler. Alors, Google Analytics, de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe. Et donc, du coup, de voir que c'est tous ces petits éléments, plus évidemment les Facebook Ads. On s'est rendu compte avec les Facebook Ads qu'on avait des clients existants qui rachetaient plus. Donc probablement, donc c'est pas qu'on a forcément fait aussi on a fait des nouveaux clients, mais en plus on a, je pense, su séduire et se montrer présent, comme dit Sarah. On est là avec les Facebook Ads, le lancement de la nouvelle collection aussi, quelques actions commerciales qu'on a fait autour de la Saint-Valentin. On a fait une action sur Hugme, voilà, des petites actions commerciales, donc des actions marketing en fait, qui ont créé en fait du dynamisme, la présence aussi de la marque de vêtements portée par notamment une chanteuse célèbre en Flandre, et qui a été présente sur une émission télévisée très regardée. Donc voilà, donc c'est plein de petits éléments qui ont créé du dynamisme pour la marque, et donc un retour conséquent sur les ventes sur tout le mois de mars, quoi. Et alors, une autre fausse croyance, est-ce qu'on peut vendre une marque haut de gamme sur Internet? Bah ouais. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Non, mais parce que c'est vrai, parce que c'est un vrai sujet pour nous aussi. Le prix, est-ce que le prix est trop cher par rapport à notre cliente idéale? Voilà, quel est les valeurs de la marque? Est-ce que on est prêt à faire du moins joli, ou du moins bien produit, ou d'une production qui serait pas au Portugal? Donc non. Mais pour arriver vers un prix plus bas, et donc du coup peut-être une clientèle plus large. Donc qu'est-ce qui est important pour nous, et se rendre compte en effet que les freins ils sont pas là, que les freins ils sont pas sur le prix, en tout cas. Ouais. On est encore en réflexion. On est encore en réflexion, et c'est là où le côté du B2B, on arrête tout ou on garde encore un peu. Ben voilà, en fait, ça nous coince un petit peu pour l'instant, parce que c'est sûr que si on prenait la décision de ne plus vendre aux boutiques, on pourrait très clairement un peu baisser nos prix sans pour autant compromettre ni le design, ni la qualité, ni les finitions. Pour l'instant, on est un peu entre deux. Donc, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'il y a certains modèles qui sont pas dans des boutiques. Et donc là, on le mentionne très clairement sur le site en mettant online exclusive pour que les gens comprennent en fait. Donc, s'ils voient un prix moindre, qu'ils se disent pas, ah, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a baissé ses prix. Non, ça s'explique, quoi. Donc, pour l'instant, on est un petit peu dans cette phase de transition. De se trouver d'abord. Comment? De se trouver. Oui. Et voilà, en fait, l'idée là pour l'instant, c'est qu'il y a des boutiques qui souhaitent continuer avec nous, et donc c'est très très difficile de dire non. Mais c'est peut-être un apprentissage qu'on fera dans les 6 prochains mois, d'arriver à dire non parce qu'on se sent assise, forte et confortable et confiante dans le digital uniquement. Alors, votre force, ça va être vraiment ce que vous allez vous présenter sur votre site Internet et comment vous allez développer vos ventes sur Internet. C'est ça. Et vous êtes moins dépendant des boutiques, ça vous rend encore plus forte. Ouais, et plus libre. Et plus libre. Plus flexible. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est hyper important. Plus autonome, en fait, on fait, avec le digital, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Après, c'est à nous d'être intelligente et de se dire, voilà, à tel moment, ce serait chouette de proposer telle capsule ou telle pièce. Ça, c'est le petit puzzle, c'est de la popote interne, de la cuisine interne. Mais c'est vrai que de plus être lié à des boutiques pourrait nous offrir, et notamment, moi, je le ressens très fort, une grande flexibilité et une grande liberté au niveau du nombre de pièces. Tu sais, parce que les boutiques sont vite à dire, oh, mais la collection est trop petite, mais pourquoi il n'y a pas de nouveaux pantalons, mais pourquoi? Et finalement, c'est une pression. Enfin, moi, je le ressentais très fort la nuit, notamment. Je repensais à plein de trucs et je me disais, mais en fait, ça m'embête, toutes ces pensées de, mais tiens, est-ce que telle boutique va aimer la nouvelle collection? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? En fait, j'en ai marre, quoi. C'est vrai que j'aspire vraiment à plus de liberté et à plus d'autonomie.
et de plus dépendre du calendrier, en fait. C'est aussi ça. C'est qu'il y a un rythme très figé quand même dans la mode Et qui est très rude, quoi. et très rude, qui imposait à Sarah de mettre une pression sur ses producteurs pour livrer à temps, pour produire à temps. Et voilà. Et moi, en tant qu'agent, j'avais un showroom à telle date, donc il faut que la collection elle soit prête à telle date, donc il faut que ton shooting photo il soit fait avant. Et donc tout ça, c'est une pression, un stress pour rentrer dans un moule qui est voilà, qui peut être remis en question. En tout cas, il peut y avoir un autre modèle à proposer. Et donc ça, c'était hyper libérateur aussi pour Sarah de se dire, mais en fait, j'ai pas envie de travailler avec cette pression de calendrier, quoi. Et ça, je pense que c'est être justement au plus près de cette notion de liberté, cette notion d'authenticité qui me semble clé en fait aujourd'hui. Ouais, et puis le fait que tu es libre, tu peux être plus créatif. Aussi. Que tu es moins dans cette moule où on t'oblige de faire les choses et du coup, tu fais pas ce qui est important pour toi et pour le développement de la marque parce qu'au final, tu travailles pour les boutiques. Ouais. Alors que là, tu es créatif, tu es libre, tu sais que tu peux lancer une pièce n'importe quel moment, la tester en précommande, voir s'il y a des commandes, la lancer en plus grosse après quantité s'il y a des commandes. Et cette liberté, elle n'a pas de prix. Non, tout à fait. Elle n'a pas de prix. Et puis en plus, on avait envie de s'inscrire dans une marque intemporelle. Donc avec cette idée qu'une belle chemise blanche comme ça, elle peut être portée toute l'année, elle peut être reconduite de saison en saison, et on ne doit pas forcément, sous prétexte de faire plaisir aux boutiques, proposer une chemise différente à chaque fois. Et c'est aussi dans une dimension responsable, une dimension, je trouve, écologique, de se dire qu'il y a que des belles pièces, parce que justement, ce qui est clair, c'est qu'on veut faire du beau, c'est qu'on veut faire des belles pièces, et que du coup, elle ne doit pas être soldée trop vite sous prétexte qu'elle n'est plus à la mode, que c'est de la collection SS19. On s'en fiche, une belle chemise, c'est une belle chemise, un beau blazer, c'est un beau blazer, un t-shirt cool, c'est un t-shirt cool. Et ça, pour moi, c'était aussi hyper important. Je trouvais que c'était du bon sens, en fait, que de pouvoir rentrer dans cette, de prendre ce prisme-là pour avancer. Et aujourd'hui, votre calendrier, justement, est-ce qu'il est figé ou vous sentez un peu plus de liberté dans la mise en place des pièces sur le site? Il y a plus de liberté, clairement. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers la grande liberté. Pour l'instant, comme je te disais, on est encore un petit peu dans cette transition. Donc, il y a déjà eu un premier step où on a dit en fait aux boutiques, enfin Astrid a communiqué aux boutiques en janvier qu'on n'aurait plus de showroom avec la marque, qu'on était en train de réfléchir beaucoup à une nouvelle façon de collaborer, mais qu'on ne savait pas encore tellement, enfin pas très bien comment ça allait se passer. Et donc là, on avait dit que fin avril, début mai, on pourrait présenter la collection sur Lookbook ou dans mon showroom en Belgique, ici à Wavre. Et donc, la collection, voilà. Donc, il y a des retards dans les samples, par exemple. Donc, j'avais prévu de faire un petit shooting ici mercredi prochain. Mais il y a du retard et donc, c'est pas grave. On reporte d'une semaine et c'est pas c'est pas la fin du monde, quoi. Mais donc, on voit bien qu'on est encore un peu coincé. C'est pas très confortable pour l'instant. Donc, je pense que ce sera, dans 6 mois, on peut en reparler, mais je pense que ce sera différent. Ok. Et si demain, quelqu'un vous pose la question, justement, est-ce que ça vaut la peine de venir rejoindre M Fashion, qu'est-ce que vous allez répondre? Évidemment. Évidemment. Oui. Si vous avez envie d'apprendre. Ouais. Je pense que le défaut, c'est de penser qu'en s'inscrivant avec Am Fashion, on va faire les choses pour vous. Et je pense que c'est un confort que certaines personnes peuvent souhaiter, de dire je vais prendre un partenaire qui va faire les choses pour nous. C'était une de nos questions d'ailleurs à ce moment-là, c'est de dire ok, Am Fashion, on va devoir apprendre et faire les choses, ok, excitant, mais est-ce qu'on en a envie, est-ce qu'on en a le temps, oui ou non, parce que payer un spécialiste ou un professionnel, quelque part, c'est confortable aussi. On se dit, il sait faire, on le paye pour le faire. Donc, Am Fashion, c'est génial pour les gens qui veulent apprendre.
et justement gagner en autonomie et grandir en compétences. Mhm. Mais c'est pas un partenaire qui fait le boulot pour vous. Et c'est pas mauvais au final. Absolument Ah pas. non, 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 Absolument non. pas. Bah non, moi je prône, on prône l'autonomie, l'apprentissage et la liberté. Nous, c'est un choix qu'on a fait et qu'on regrette vraiment pas. Mhm. Ça, c'est sûr. Donc, nous, on recommande clairement M Fashion. Mais c'est juste cet élément-là, je trouve qu'il faut comprendre, quoi. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Ok, et Sarah de Saint-Hubert, dans 5 ans? New York, Tokyo, Paris. Bah, le digital ouvre les portes du monde entier, c'est ça qui est assez fascinant, quoi, aussi, hein. Là, pour l'instant, nous, justement, avec les Facebook Ads, on a surtout commencé par viser notre territoire, donc la Belgique, la France. Là, on a lancé des nouvelles audiences qui visent d'autres pays. C'est quand même chouette de voir via Omnisend qu'il y a une Portugaise qui a passé je sais pas combien d'heures sur le site et qui a tout regardé. Enfin, c'est génial. Donc, je pense que si international il y a, ce sera via le digital et main dans la main avec I Am Fashion, parce que c'est tellement, enfin, c'est pratique aussi quand même, c'est magique. C'est magique d'avoir accès à une audience si grande. Et forcément, notre cliente, même si notre produit, on peut dire que la marque, elle est quand même un petit peu niche, c'est pas pour tout le monde, c'est pas des prix pour tout le monde non plus. Mais forcément, il y a plein de gens qui ne connaissent pas encore la marque et qui, j'espère, vont la découvrir. Et donc, l'ambition, en fait, c'est de pouvoir agrandir notre spectre au niveau des personnes qui nous suivent et qui aiment ce qu'on fait et voilà, qui nous sont fidèles. On a remarqué quelque chose d'assez chouette ces derniers mois en analysant, c'est qu'on avait un taux de retour, donc pas de retour où on renvoie la pièce parce qu'elle ne plaît pas, mais de retour, donc les clients qui achètent une fois et qui reviennent, que ce taux était extrêmement élevé, ce qui est super chouette parce que je pense que voilà, c'est bon signe, ça veut dire que la personne achète, elle est satisfaite, elle recommande, et encore et encore et encore, on a vraiment des personnes qui ont passé beaucoup de commandes, qui très régulièrement passent commande. Et donc, si on peut fidéliser encore pas mal d'autres clientes, ça serait super. L'ambition, c'est pas d'être une méga marque, c'est pas de devenir un dinosaure, parce que ce qu'on aime justement, c'est quand même avoir les choses en main et que ça reste à taille humaine. Mais après, voilà, on avance, je pense, un petit peu pas à pas, toutes les deux. Ouais. Moi, ce que j'aime bien avec la croissance sur le digital, c'est que c'est une vitrine vers le monde aussi. C'est que moi, je trouve que quand je regarde et que j'observe plein de marques sur Instagram, on ressent beaucoup de choses et je suis persuadée qu'en grandissant digitalement, on va du coup, de manière justement organique, rencontrer des partenaires, rencontrer des possibilités futures, avoir des portes qui s'ouvrent de collaboration et que cette croissance dans le digital, c'est une vraie vitrine vers l'extérieur. Oui, surtout que vous avez la main pour se développer à l'international. Aujourd'hui, vous pouvez le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de boutique. C'est ça. Ouais. Mais depuis que vous avez lancé les pubs, est-ce qu'il y a des boutiques qui vous contactent quand même, Ouais. qui vous Les découvrent par les boutiques pubs? en France, là, les vieux, non, les vieux dorés, c'est pas ça? Ah oui, oui. Oh, Ouais, bon, oui, un c'est quart, pas, ouais. c'est pas frappant encore pour l'instant. Oui, parce que vous êtes tout au début, mais vous allez voir Oui, qu'il y a beaucoup oui, Ouais. plus de demande. on a lancé les ads il y a un mois et demi, donc Ouais. c'est récent. Frais. Ouais. Ouais. On pourra refaire un call dans 6 mois, un an. Je suis très curieuse de. Ouais, j'aimerais bien savoir si au final tu arrives à vivre de ta marque, parce que là c'est le démarrage, donc je peux comprendre que c'est encore C'est ça. tout part pour réinvestir dans la croissance. Mais à un moment Ouais, ouais, donné, ouais. toi et Astrid, vous allez être comblés aussi parce que la marque elle va porter ses fruits. On l'espère. C'est ça Ouais. voilà, c'est ça qu'on vise. Clairement, c'est. On sème. Ah, voilà, on On sème des graines. on sème des graines et Am Fashion, c'est l'eau qui vient nourrir les graines et on voit déjà les fleurs émerger. Donc c'est Super cool. joliment dit, Astrid. Ben, C'est ça. bravo. C'est Je sublime. vais noter. On avait un bon pot de départ. On avait un bon pot de départ qui est le parcours de Sarah, son identité, sa personnalité, son exigence de l'esthétisme, voilà, son savoir-faire. Donc le pot de départ, il était là. Maintenant, on y met des graines. Am Fashion, c'est l'eau qui vient nourrir et enrichir Et faire grandir. les fleurs qui émergent. Wow. C'est ce que quand les gens me posaient la question, c'est quoi M Fashion? C'est de l'eau.
C'est de l'eau. C'est de l'eau magique. Bah écoute, l'eau, oui. Holy water. L'eau est essentielle. Bah ouais. L'eau est essentielle à la vie. Ouais. Et les ventes est essentielle à la vie et la Ouais. survie de la marque. C'est clair. Bon, je vous remercie les filles pour cette interview très enrichissante et merci beaucoup et vraiment Avec grand plaisir. avec plaisir de refaire un point sur un an, Ah bah dans oui, un oui, an, oui, pour oui, voir bien ce sûr. que ça donne à l'expansion à l'international de Ouais. Sarah de Saint-Aubert. On est très Ouais. curieuse, on suit ça de près tous les jours. Absolument. Et je suis persuadée d'ailleurs qu'une marque de mode, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça, on se le dit, et il faut tenir la longueur. Il faut tenir la longueur et il faut voilà, y aller petit à petit. Et voilà, et Am Fashion, c'est un élément qui vous accompagne dans la longueur. Et ça, c'est vraiment génial. Et c'est plein de petites étapes, plein de petites progressions, plein de petits événements qui nous permettent d'arriver je sais pas où, mais d'arriver quelque part De et en tout grandir, cas de d'évoluer, grandir, quoi. de construire Donc quelque chose. ouais, c'est dans la longueur Ouais, et en tout d'essayer cas, on de vous lâche pas. pivoter, Non, Ouais, non. lâche pas. Trop c'est bien. cool. On veut vraiment que vous soyez forte et puissante. C'est pour ça Ouais. qu'on est là à vos côtés. Excellent. C'est Bah, cool. merci Merci, beaucoup en ouais. tout cas. Merci Beaucoup. les filles et à Avec très plaisir. bientôt. À très bientôt. Bonne journée, à très Ouais, vite. Ciao, ciao. ciao. Ciao.